Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Alexandre Delval, géopolitologue et auteur de La mondialisation dangereuse chez l'Artilleur, coécrit avec Jacques Sopelsa, qui va être republié en format de poche, et Slobodan Despot, écrivain, directeur de antipresse.net. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors bonjour Alexandre Delval, bonjour Slobodan Despot, effectivement, qui nous parle pas de très loin, qui nous parle de Suisse, et on va parler évidemment de ce qui se passe aujourd'hui, faire un premier, je dirais non pas un bilan, mais ça bouge énormément, on le voit très bien. On parle de Bakhmout, que la ville est encerclée, vous savez, dans le Donbass, et on ne sait plus très bien ce qui se passe. On dit que on envoie encore les Ukrainiens envoient encore des forces alors que la ville est totalement encerclée. On parle de ce qui se passe avec effectivement les flottilles qui vont un peu partout. On parle du changement de politique des Américains ou pas. Le monde est encore évidemment totalement impacté par ce pavé jeté, ce gros pavé jeté le 24 février 2022 par Vladimir Poutine et qui fait des cercles concentriques dans le monde entier. Mais alors, où en est-on? Et à un moment donné, Alexandre Delval, on a parlé, on dit oui, mais les positions se figent, on se rapproche dangereusement d'un conflit encore plus armé, un conflit plus généralisé, avec la Pologne, avec l'Europe, avec l'OTAN, etc., etc. Mais on en parlait hors antenne, vous dites, attendez, entre ce qui se passe aujourd'hui et le conflit nucléaire, il y a beaucoup d'autres choses qui risquent de se passer. Lesquelles ? Oui, alors déjà, si les Russes employaient l'arme tactique nucléaire en Ukraine, il y a plusieurs scénarios du grand spécialiste Joseph Selinchon, on pourra développer tout à l'heure. Même si ça ne frappe pas un pays de l'OTAN, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi du nucléaire tactique sur un pays qui est de l'OTAN n'implique pas forcément une réaction nucléaire, et encore moins... Qu'est-ce que vous appelez nucléaire tactique, alors, le nucléaire tactique, ça va être une bombe de 10 kilos, 15 kilotonnes, équivalent d'Hiroshima. C'est une petite bombe aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut faire, et qui serait tactique sur un pays non de l'OTAN. Ça a l'air d'être quelque chose de pas forcément qui implique une réaction, surtout pas nucléaire, mais ça pourrait impliquer une réaction conventionnelle. Hiroshima, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais si les Russes faisaient ça, ce qui est très peu probable, il y aurait probablement, et même presque certainement, puisque ça a été même conçu et dit et analysé, il y aurait une réaction conventionnelle massive qui viserait, et ça a été dit par des officiels américains aussi, détruire la flotte russe en mer Noire et même, pourquoi pas, anéantir une partie de l'armée russe en Ukraine. Bien sûr, surtout pas toucher le territoire russe, mais cette réaction conventionnelle qui serait quand même massive, toute la question, j'en parlais avec un expert que notre ami Slobodan connaît probablement, Votravers, qui est un très bon expert suisse de l'armement, et ça m'a été confirmé par un amiral qui est italien qui travaille à l'OTAN. On ne sait pas ensuite comment les Russes réagissent si nous réagissons de manière conventionnelle mais massive face à leur dispositif en Ukraine. Là, il y a une grande question que même les grands spécialistes ne savent pas. C'est très peu probable ce que je dis. Mais comment réagissent les Russes une fois qu'on détruit leur armement en Ukraine? Alors, avant d'arriver à ce stade, j'espère qu'on n'y arrivera jamais, vous avez parlé de cette guerre des hackers, de la cyberguerre, de la cyberbelligérance, je dirais. Ça consisterait en quoi? Alors, la cyberbelligérance consisterait à mettre hors d'état de nuire ou en mettre en déni de fonctionnement les infrastructures qui deviennent critiques, ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Ça veut dire on peut empêcher totalement un hôpital de fonctionner pendant un certain temps. Ça existe déjà d'ailleurs, sauf que, il faut le savoir, pour nos éditeurs, de nombreux hôpitaux dans des pays du monde payent des rançons à des hackers chinois ou ukrainiens ou russes, c'est les meilleurs, pour ne pas que l'hôpital soit bloqué. Ça existe déjà, mais on pourrait concevoir des choses encore pires. Par exemple, empêcher l'approvisionnement en électricité de toute une ville. Un scénario a été étudié. C'est faisable aujourd'hui, c'est faisable techniquement. Une ville peut être, par exemple, la ville de Paris a refusé, malheureusement, j'en parlais avec un expert tout à l'heure, la ville de Paris, il y a plusieurs années, a refusé de voter un budget qui permettrait d'avoir une cellule opérationnelle, technique, de cyberguerre pour protéger la ville de Paris en cas d'attaque cyber. On pourrait mettre la ville de Paris dans le noir. Pas besoin de brouillage électromagnétique.
critique avec une bombe nucléaire en hauteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est connu. On sait qu'aucun pays occidental aujourd'hui a véritablement la possibilité de résister à cela. Alors on a trouvé une parade en 2021 au sommet de l'OTAN, en juillet 2021. Il a été décidé par les pays de l'OTAN qu'une attaque de ce type qui paralyserait une ville, des scénarios ont montré que ça pourrait avoir jusqu'à 70% de morts si une ville était totalement paralysée. C'est tellement massif l'effet d'une cyberattaque sur les infrastructures critiques que l'OTAN a décidé que c'était l'équivalent d'une attaque guerrière à la fois conventionnelle et nucléaire. C'est une attaque qui pourrait susciter une riposte guerrière totale. Donc vous dites en tout cas qu'aujourd'hui, Alexandre Delval, à l'heure où nous parlons, cette attaque est possible, en tout cas techniquement possible. Elle est possible, mais les Russes et les Chinois et les États qui ont des structures, il y a aussi des privés, mais les États ont les meilleures structures de hackers. Et ces États, surtout Russie, Israël, Ukraine et Chine, ont des structures. Pour l'instant, les ennemis de l'Occident, donc Chine, Russie, n'ont pas utilisé cette attaque massive parce qu'ils savent que les représailles seraient massives. Bien sûr. Puisque c'est considéré comme l'équivalent d'une attaque conventionnelle, voire même tactique nucléaire, la riposte de l'OTAN, l'OTAN s'est permis n'importe quelle riposte de type de guerre. Et donc, aussi pour l'instant, ça les a dissuadés. Mais un jour, peut-être, si nous allons dans l'escalade et que la Russie se sent existentiellement menacée, par exemple, par des livraisons d'avions de combat, rien n'exclut, même si je pense que c'est peu probable, que ce type de scénario en tout cas, et ça peut paralyser une aviation entière aussi. Vous avez dit, ça peut l'aviation civile, par exemple. On peut paralyser des hôpitaux, des infrastructures civiles et des infrastructures militaires, mais on peut aussi, avec le cyber, paralyser les satellites. Les satellites, on n'a pas besoin forcément d'envoyer un missile intercontinental pour exploser un satellite. On peut le mettre hors d'état de nuire, pas le détruire, mais empêcher son fonctionnement. Et aussi, on peut attaquer aussi sur la mer. Les câbles intercontinentaux sous-marins qui permettent 99% du débit Internet. Oui, et ça aussi, ça n'a pas été fait parce que là aussi, ce serait une attaque de type de guerre. Mais ça a été fait par des voyous ou des groupes islamistes. Par exemple, à la Corne de l'Afrique, en 2016, on a eu une attaque d'un bateau qui mettait en place un câble sous-marin. Il a été attaqué. Il a fallu que les SEAL, les forces spéciales américaines, viennent le défendre. Il n'y a pas que, vous voyez, l'affrontement nucléaire. Il y a tout cela. Et voilà, on vit à l'ombre de tout cela. Il faut le savoir. On reparle avec Alexandre Delval et Slobodan Despot après juste une toute petite pause. C'est passionnant. À tout de suite. Ce sujet passionnant sur la guerre vous intéresse. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Alexandre Delval et Slobodan Despot auront le plaisir de répondre à vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les ondes de choc d'une guerre qui n'en finit pas. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et puis le reste du monde, pas seulement l'Europe, l'OTAN, l'Amérique, la Chine, etc. Slobodan Despot, vous suivez cela depuis longtemps, et vous suivez, je dirais, presque de l'intérieur, on peut le dire. Et on a parlé ensemble aussi hors antenne de la manière, et faisons une espèce déjà de bilan, sinon d'audit, de la manière dont ici, en Occident en général, et en Europe en particulier, en France et ailleurs, on a traité cette histoire. Et on parlait de cette espèce de... Il n'y a plus le réel, il y a la perception de réel que chacun manipule à sa guise. Qu'est-ce que vous en concluez, Slobodan Despot ? C'est une vaste discussion que vous me proposez là. Absolument. Non, mais c'est presque philosophique. C'est-à-dire que, oui, non, mais je crois qu'elle est aussi à cette dimension. Mais je crois qu'après qu'Alexandre Delval ait parlé justement de là où on est dans cette guerre, on ne sait pas, ça peut effectivement déraper, aller plus loin. Vous, d'ailleurs, quelle est votre opinion là-dessus ? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un comment dire, un état, ça peut durer, je veux pas de prédiction, mais enfin, l'état des lieux aujourd'hui, vous le voyez comment ? Alors la question c'est de savoir évidemment si les prédictions qu'a faites mon ami Alexandre peuvent être vont se réaliser, si on va entrer dans une guerre qui s'étende à d'autres facteurs sur le terrain militaire que l'Ukraine. En face, il y a évidemment que la Russie, éventuellement la Bélarus, si ça dégénère. Mais est-ce que d'autres puissances que l'Ukraine vont ouvertement entrer en jeu ? Elles sont déjà en jeu. Elles sont en jeu par
co-belligérance, puisque il est bien évident que sans la perfusion à la fois militaire, logistique, dans le domaine du renseignement et dans le domaine financier de l'Occident, la guerre serait finie depuis très longtemps. À titre d'exemple de l'ampleur de cette implication de l'Occident dans la guerre, les États-Unis, avec la dernière rallonge de 10 milliards qui a été promise par Biden récemment, auront investi dans l'Ukraine, depuis le début de ce conflit, plus de 120 milliards de dollars. 120 milliards. 120 milliards de dollars, ce qui nominalement est grosso modo le double du budget militaire de la Russie. Vous avez bien entendu, c'est beaucoup plus que le budget entier de l'armée russe. Le budget entier militaire de la Russie, voilà. C'est ça. Bon, on peut ergoter, on peut imaginer qu'il est artificiellement dégonflé, mais ça fait plus que le budget militaire de la Russie. Donc, quand on dit que l'Iran qui livre des drones ou qui permet aux Russes de construire des drones sous licence est impliqué dans la guerre par ces livraisons de drones, vous imaginez à quel point le bloc occidental, l'OTAN et les États-Unis sont impliqués si les États-Unis à eux seuls ont déjà investi 120 milliards et si pratiquement tous les stocks militaires des pays de l'OTAN sont dégarnis à force d'avoir fourni des armements et des munitions à l'Ukraine. Donc, de fait, il y a une guerre. Et lorsque la ministre des Affaires étrangères allemande, Madame Baerbock, a commis sa fameuse gaffe en disant « mais nous sommes en guerre contre la Russie » et tout le monde lui est tombé dessus à bras raccourcis, elle n'a fait que de devancer la vérité de quelques semaines. Parce que l'autre jour, à la conférence sur la sécurité de Munich, une de ses collègues, la première ministre de Finlande, a remercié de nouveau les États-Unis de leur implication dans cette guerre. À la longue, on va finir par quand même dire qu'on est en guerre. Aujourd'hui ou hier, le président de la commission de la défense du Parlement britannique a dit nous devons nous engager frontalement contre la Russie. Donc il y a de fait une situation de guerre où simplement du côté otanien, c'est l'armée ukrainienne qui joue le rôle de troupe au sol. Ce sont les Gourkhas, comme auraient dit les Britanniques à l'époque coloniale. Donc, avec un certain nombre aussi de soldats de l'étranger, enfin qui ne sont pas ukrainiens. C'est peut-être quelques bataillons, mais enfin ils sont là aussi. On dit qu'il y a des Polonais, il y a des Occidentaux, des Anglo-Saxons, il y a des Français, il y a des Suédois, mais tout ça, n'est-ce pas, est compté comme volontaire. Mais est-ce que c'est une situation, Slobodan Despot, est-ce que c'est une situation de guerre? C'est-à-dire, évidemment, personne ne veut dire, la France ni les autres, mais non, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Mais alors, à partir de quand on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Parce que tout le monde parle de tout et de son contraire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire être en guerre, alors, aujourd'hui, avec un État? C'est du non-dit, c'est de l'hypocrisie, c'est quoi? Écoutez... Tout dépend, de nouveau, vous l'avez dit au début, c'est une guerre de perception d'abord. Pour des raisons tactiques, stratégiques, diplomatiques, les Occidentaux préfèrent dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas en guerre avec la Russie. En revanche, les mêmes Occidentaux, en particulier les États-Unis, mettent en garde la Chine contre le fait que si la Chine devait fournir une quelconque aide militaire à la Russie, c'est-à-dire si elle commençait à livrer par exemple des boîtes de cartouches à la Russie, on considérerait que la Chine est en co-belligérance, c'est-à-dire que la Chine entre en guerre contre l'Ukraine et donc par extension contre l'Occident. Donc, selon les critères même de l'Occident, l'Occident est aujourd'hui en guerre avec la Russie. Il faut pas se faire d'illusions. Absolument. Nous, puisque nous sommes, je suis citoyen suisse, nous sommes en Occident, nous sommes en guerre avec la Russie. Simplement, le sang qui coule, c'est du sang ukrainien et puis quelques volontaires. Mais massivement, c'est le sang ukrainien. On n'ose pas ou on ne peut pas envoyer ses propres soldats. Oui, vous êtes d'accord, Alexandre Delval? Oui, on est en guerre? Je pense que c'est une évidence. D'ailleurs, vous savez, c'est la technique de la cuisson du homard ou d'autres crustacés. Parfois, pour pas les affoler trop, on les met dans de l'eau très tiède, très confortable au début, et c'est de plus en plus chaud. Puis à un moment, ils meurent, ils sont cramés. Et donc, c'est un peu pareil. On va pas nous dire tout de suite qu'on est en guerre, parce qu'il y aurait une réaction. Et donc, on nous prépare petit à petit. C'est comme pour les armements. C'était impossible de livrer des chars
chars de combat il y a 6 mois, maintenant c'est plus que d'actualité, c'est opérationnel. C'était impossible, inenvisageable les avions il y a 6 mois, maintenant pourquoi pas, selon Macron, selon la Pologne qui dit carrément il faut y aller, selon Biden qui dit on n'exclut pas, et Macron qui a dit il n'y a pas de tabou là-dessus. D'ailleurs on entraîne déjà des pilotes. Avec, aux États-Unis et en Angleterre, il y a des programmes d'entraînement de pilotes pour des F-16 aux États-Unis notamment. La France parle avec la Pologne pour éventuellement entraîner des pilotes pour des Mirage 2000 et la Pologne est déjà prête, elle, à les livrer à l'Ukraine. On voit bien qu'on y va tout droit, mais bien entendu, ce serait politiquement très maladroit de nous l'avouer tout de suite. Donc, c'est la cuisson du homard. Mais comme dit Slobodan Despot, nous sommes déjà en guerre et il ne s'agit pas de prendre parti pour la Russie, de le regretter. C'est juste un constat, c'est pas regret ou déplorer ou être content, c'est un constat, sauf que ce n'est publiquement pas acceptable. Ça montre aussi qu'en Occident, il y a aussi des désinformations. En Occident, on ment, mais d'une manière plus habile que de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un peu vulgaire parfois et très grossier. Un peu grossier, grossier ou brutal ou un peu rustre, mais on nous ment par omission. Vous savez, Torquato Aceto, un grand disciple de Machiavel, avait écrit de l'honnête dissimulation. Nous, en Occident, on ment à la façon italienne de jésuite, de Torquato Aceto, de l'onesta dissimulazione. Donc c'est par omission, mais ça revient absolument même, puisqu'on ne nous dit pas les choses et on n'a surtout pas consulté le peuple. Si le peuple français, par exemple, ou suisse, normalement la Suisse est neutre, et je sais qu'il y a un grand débat en Suisse, les gens sont choqués, enfin les gens qui sont adeptes de cette qui tiennent à la neutralité suisse sont choqués parce qu'on n'a pas consulté les Suisses pour les embarquer déjà indirectement dans cette guerre, et nous encore moins. On n'a pas consulté le peuple si on était d'accord avec ce que disait De Gaulle ou pas. De Gaulle disait si on fait une guerre, ça doit être la nôtre. Est-ce que c'est notre guerre? Soyons sérieux, Alexandre. Oui. Depuis 2005, on ne consulte plus le peuple. Oui, c'est une obscénité. C'est vulgaire parce que le peuple est rustre. Le peuple est dangereux. On ne va pas consulter le peuple. Mais où allons-nous? Le peuple est dangereux. Continuer à parler de la désinformation, justement de cette désinformation ici chez nous, avec Slobodan Despot et avec Alexandre Delval. Effectivement, est-ce que le peuple doit être dissous ou pas? Et vous voulez intervenir dans le débat, vous le pouvez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Alexandre Delval et Slobodan Despot, Ukraine, Russie, Chine, monde, États-Unis bien sûr, le théâtre des opérations. Alors justement, Slobodan Despot, Alexandre Delval a abordé ce problème de la désinformation et de comment on disait, l'honnête dissimulation. De l'honnête dissimulation, voilà, de Torquato Aceto. Voilà. Alors Slobodan Despot, justement, on en avait parlé nous hors antenne. Alors comment elle s'opère, hein? Comment faisons une petite, je ne dirais pas autopsie parce qu'elle est très vivante, mais du scalpel envers cette honnête désinformation, honnête si on veut. Slobodan. Bon, pour ne pas remonter à Mathusalem, d'abord, ici en Occident, nous avons une vision qui est très, très simpliste et très largement imposée de cette guerre. La phrase qui revient à tout moment, c'est que le 24 février 2022, le président Poutine, sans y avoir été provoqué d'aucune manière, a décidé comme ça d'envahir l'Ukraine et de la détruire. Si l'on remonte un tout petit peu dans l'histoire, cette guerre n'a pas commencé, la guerre donc dont l'enjeu est le Donbass, l'est de l'Ukraine, n'a en tout cas pas commencé le 24 février 2022, elle a commencé en 2014, lorsque le gouvernement élu de l'Ukraine, celui de M. Yanukovych, a été renversé par un coup d'État. Alors, première chose, si vous me parlez des informations, il était impossible d'entendre dans les médias occidentaux, chez nous, en France, en Allemagne, le mot putsch ou coup d'État pour décrire ce coup d'État. On appelait ça l'Euromaïdan. Mais en fait, on a effectivement renversé par la force et le chaos un gouvernement élu. Il était corrompu, incompétent, tout ce qu'on voudra, mais il était élu. Ouais. Et il était, ce Yanukovych, ce malheureux Yanukovych, essayait de faire une sorte d'exercice d'équilibrisme entre l'alliance avec l'Occident et la dépendance, qui est une dépendance absolument claire, évidente et je veux dire aussi inexorable que la loi de la gravité,
la dépendance vis-à-vis de la Russie, énergétique, industrielle et tout ce qu'on voudra. Donc, il a été renversé en faveur d'un mouvement pro-occidental qui voulait à terme l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Ce nouveau gouvernement a exercé, c'est public, une répression vis-à-vis de la partie russophone du pays, puisqu'on a interdit le russe, par exemple. Ce qui est un dans le Donbass. Dans le Donbass, oui. Lorsque vous entendez aujourd'hui les soldats ukrainiens sur le front parler entre eux, ils parlent en russe, mais c'est une langue interdite par leur gouvernement. Donc, on est dans quelque chose qui est déjà un petit peu surréaliste. Alors, ça a commencé en 2014. Cette guerre ne s'est jamais terminée. Il y avait des batailles sanglantes en 2014-2015. Et puis, il y a eu à un moment donné des négociations, un accord qui a été signé, deux séries d'accords qui ont été signés à Minsk. Minsk, oui. Voilà. En Biélorussie, sous le patronage, non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre l'Ukraine et ses minorités russophones de l'Est, sous le patronage de la France et de l'Allemagne, absolument. Pour engager un processus de paix. La Russie a été très contente de ces accords. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été mis en place, ils n'ont jamais été appliqués, et même le président Zelensky, qui, vous le savez, a été élu en 2019 assez triomphalement sur un programme de paix vis-à-vis de ces gens, dès qu'il a été élu, a tourné kazakh et s'est mis à accentuer les oppositions à l'intérieur du pays. Et donc à vouloir reprendre ces régions par la force. Nous avons appris par la suite, depuis le début de ce conflit, de cette phase actuelle du conflit, au courant de depuis 2021, nous avons appris par les aveux explicites de Madame Merkel, et de M. Hollande. Qui étaient donc les deux parrains des accords de Minsk. Nous avons eu la même déclaration disant, au fond, les accords de Minsk, personne de notre côté, donc du côté occidental et ukrainien, ne les prenait au sérieux. On a signé des torchons, des papiers auxquels on ne croyait pas, uniquement pour donner à l'Ukraine le temps de s'organiser, de s'armer, pour en fait reprendre ces régions par la force. En 2019, donc là nous avons un aveu du côté occidental. C'est pas la Russie qui l'invente. En 2019, celui qui était à l'époque, et jusqu'il y a très peu, le communicateur numéro 1 du gouvernement Zelensky, le conseiller du président, monsieur Alexei Arestovitch, dans une interview qu'il donne à une télévision ukrainienne, dit, en 2019, nous allons devoir, vers 2022, engager une guerre avec la Russie, ce sera notre ticket d'entrée dans l'Ukraine, et lorsque nous aurons... Dans l'OTAN. Oui. Et lorsque nous aurons gagné cette guerre, nous serons admis dans l'OTAN. C'est lui qui le dit, c'est pas les Russes. En décembre 2021, Poutine, le président Poutine, voyant que la situation est en train la tension est en train de monter au Donbass et que les accords de Minsk ne sont pas appliqués, Poutine adresse un ultimatum aux Occidentaux en disant nous voulons des garanties sur la neutralité de l'Ukraine. C'est ce que feraient par exemple les États-Unis s'ils voyaient que le Mexique, leur premier voisin, commençait à s'armer contre eux. C'est ce qui s'est passé, pardon, le Despote, il faut se rappeler aussi ce qui s'est passé au moment des fusées soviétiques à Cuba, en 1962, avec Khrouchtchev et Kennedy. Kennedy a dit à Khrouchtchev, a intimé à Khrouchtchev, vous les retirez dans les 48 heures ou alors ça va être la guerre. Exactement, et Khrouchtchev a dit, oui, mais vous avez vos missiles nucléaires en Turquie. Donc là, cette crise a été résolue d'ailleurs par le contact direct de ces deux hommes, mais les deux avaient envie de paix. C'est la grande différence. Ces deux hommes voulaient surtout pas la guerre. Ils savaient ce que c'était qu'une confrontation nucléaire. Aujourd'hui, on a l'impression que la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une confrontation nucléaire. Donc, en décembre 2021, la Russie officiellement écrit à l'Union européenne, à l'OTAN et aux États-Unis en disant nous voulons un traité sur l'Ukraine. L'OTAN et les États-Unis littéralement jettent la lettre à la poubelle. Il n'y a pas de réponse. Il y a une espèce de dédain complet. Et puis, en février 2022, un de vos invités, le colonel suisse Jacques Beau, qui est un homme du renseignement et qui est très documenté là-dessus, a signalé qu'au début 2022, il y avait une intensification observée par les observateurs de l'OSCE, donc étrangers, une intensification des bombardements ukrainiens sur les villes du Donbass. Phénomène annonciateur d'une possible invasion du Donbass par l'armée ukrainienne, renforcée grâce au temps qu'on a acheté en signant des accords auxquels on ne croyait pas. Le Donbass est en Ukraine quand même. Hein, le Donbass est en...
Ukraine, le Donbass, c'est une région, comme vous le savez, à majorité russophone, qui ne voulait pas d'un gouvernement ukrainien qui, par exemple, le nie dans son identité linguistique, notamment, bien sûr, entre autres choses. Donc c'est en plus d'où vous dites, d'où la réaction de Poutine, d'où l'invasion russe. Un peu ça. D'où le 24 février, en gros ça. Bien entendu, c'est une invasion, bien entendu, mais si on ne voit pas la préhistoire, je ne dis pas qu'il faut être approuver l'invasion russe. C'est une violation de c'est clair, il faut quand même le rappeler, oui. Non mais enfin, juste une chose. Enfin, oui, allez-y. Non, juste une chose. Juste une chose, quand vous dites que l'Ukraine est absolument dépendante de la Russie, elle pourrait ne pas l'être. Vous avez dit à un moment donné, Slobodan Despot, vous dites, l'Ukraine pourrait aussi ne pas être dépendante. Pourquoi elle est structurellement, viscéralement dépendante de la Russie? Elle doit l'être pour l'éternité, non? Écoutez, si la Russie coupe les robinets énergétiques, l'Ukraine meurt de froid. Et aujourd'hui, elle l'a pas coupé, la Russie, les robinets énergétiques. Les gazoducs continuent de fonctionner à travers l'Ukraine, comme vous le savez. Autre chose, avant le déclenchement de cette opération, et même après, l'Ukraine, comme vous le savez, était un pays extrêmement pauvre, désorganisé et corrompu. Ce n'est un modèle de démocratie et de prospérité que depuis que cette guerre s'est déclenchée et qu'il faut absolument présenter l'Ukraine de M. Zelensky sous le meilleur jour. Mais avant, on savait que c'était un pays désorganisé, corrompu, pauvre, qui se dépeuplait. Ce dépeuplement se traduisait par une émigration massive dont les 30 à 50% étaient dirigés vers la Russie. Ouais. Depuis le début de ce conflit, vous avez 3,5 millions de personnes qui se sont réfugiées en Russie. Et ensuite, vous avez 1,4 million en Pologne, 1 million en Allemagne, et puis ensuite des nombres beaucoup moindres dans le reste des pays. Ce qui veut dire qu'il y a une interpénétration complète, démographique, culturelle, entre la Russie et l'Ukraine. Alors, on va continuer à en parler avec Alexandre Delval, avec Slobodan Despot, parce que faut toujours remettre les pendules à l'heure, effectivement, et on essaye de le faire sans prendre parti, encore une fois, avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille Gérard de Montpellier. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Gérald, mais c'est pas grave. Gérald, oui, bonjour Gérald. Bonjour à tous et merci de nous prendre en antenne. Voilà, moi j'avais une question en priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, mis à part effectivement la guerre qui a déjà commencé il y a 1 an, les Américains ne sont pas dans une guerre, ne profitent pas d'une guerre d'abord économique grâce à l'Ukraine? J'entends par là notamment sur l'argent qu'ils prêtent, qui ne donnent pas les plus de 100 milliards d'euros qu'ils ont investis en armes et en donations et en prêt d'argent. Est-ce que les armes qui donnent ne les vendent pas à travers l'argent en fait qu'ils prêtent entre guillemets pour faire en fait tourner la monnaie du dollar? Pourquoi? Parce que l'énergie actuelle qui est le pétrole et autres sont vendus la plupart du temps maintenant en roubles ou en yuan. J'entends par là, je parle évidemment uniquement du pétrole en fait russe. Oui. Et le dollar commence à perdre plus ou moins en fait son économie mondialement, notamment avec les BRICS qui vont se créer demain et avec leur monnaie ainsi indépendante basée sur l'or. Est-ce que vous pouvez m'en parler s'il vous plaît? Alors, Alexandre Delval, la dédollarisation du monde ou quoi? Alors, la dédollarisation du monde, on a tendance un peu, à mon avis, à l'exagérer de temps en temps, parce qu'on n'y est pas encore, mais il y a un processus quand même inquiétant pour les Américains, puisque cette monnaie, effectivement, est fondée sur le fait qu'elle a derrière elle une armée. Ça joue quand même, l'armée, le lien entre l'armée et la monnaie, et le fameux pacte de Quincy avec les Saoudiens qui a permis de faire ensuite le pétrodollar, et c'est extrêmement important pour l'économie américaine. Et MBS, et celle-là peut-être que les Américains, c'est ce que j'explique dans mon livre, n'ont pas été assez malins dans leur universalisme pandémocratique prosélyte, en accablant, même si ce qu'il a fait est horrible, MBS pour le meurtre Mohamed Ben Salman, je rappelle. Voilà, MBS, le patron de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Voilà, l'héritier, patron de
facto de l'Arabie Saoudite lorsque il a fait éliminer, parce qu'il le nie, mais c'est lui, il a fait éliminer le fameux opposant Khashoggi. Il y a eu bien entendu des critiques extrêmement dures de la part de l'Occident, pas de Trump, mais quand Biden est arrivé, il a été extrêmement violent. Il a traité MBS comme Poutine en le traitant de criminel, etc., de voyous, de criminel. Et le problème, c'est que les Bédouins de ce rang, surtout les Soudaïris, sont extrêmement rancuniers, et en plus il est nationaliste, et il a vu là un danger. Et ceci couplé avec le fait que les sanctions américaines extraterritoriales, l'Amérique est le seul pays qui a des lois à portée universelle qui peuvent punir n'importe qui, n'importe quand, dès lors qu'on utilise US person. Le US person, ça peut être le dollar ou un instrument financier américain ou une entreprise américaine. Et il y a pas mal de pays comme l'Indonésie, comme l'Arabie Saoudite, pas que la Chine et la Russie, qui se disent, tous les pays qui se disent un jour peut-être que l'Amérique pourrait nous renverser ou nous punir, ils se disent dollar égale danger. Dollar, alors qu'une monnaie... Surtout après l'histoire du SWIFT, ils se sont dit, attention. Après l'histoire du SWIFT, mais surtout, la monnaie, c'est très important, et est fondée sur la confiance. Si une monnaie égale danger de saisie, rappelez-vous, la Société Générale, 3 milliards, la BNP Paribas, 9 milliards de dollars, et le Trésor s'enrichit d'une centaine de milliards chaque année avec les punitions tous azimuts, et bien du coup, ça a créé un manque de confiance envers cette monnaie. Tous ceux qui ne sont pas dans la démocratie libérale et qui n'ont pas des régimes qui plaisent aux États-Unis, et encore, nous on est proches, on a quand même été sanctionnés, eh bien il y a pas mal de pays qui veulent se dédollariser. Par contre, les Américains sont en train de proposer quelque chose de très intéressant. Il est question, dans le cercle le plus influent de la Fed et du gouvernement américain, de faire $2 dans l'avenir. Un dollar US qui serait lié à l'économie US et un dollar pour le reste du monde. Ouais. Et ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir un danger énorme sur le dollar international qui serait dévalué d'un coup. Ouais. Ça, c'est un véritable danger. Donc la dédollarisation, c'est un danger pour l'Amérique, mais ils sont quand même assez malins en guerre économique. En attendant, ils nous vendent leur gaz de schiste avec moult bénéfices. Alors ce que disait monsieur est très vrai, ils nous vendent le gaz de schiste 5 fois plus cher que leur industrie les consomme, et comme vous le savez, l'Allemagne a laissé tomber le couple franco-allemand parce qu'elle est en train de délocaliser massivement aux États-Unis, où on peut... Et en plus, les États-Unis ont vendu plein d'armes aux pays qui veulent rentrer dans l'OTAN, aux pays de l'OTAN, et même aussi en Asie du Sud-Est. C'est un jackpot total pour l'industrie américaine qui marche bien. On va prendre, avant de reparler avec Slobodan Despot, on va prendre peut-être un autre auditeur. Oui, merci beaucoup Gérald. On va tourner une rapide pause et on revient tout de suite. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueillera Benoît Dugard. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Alexandre Delval et son livre La mondialisation dangereuse, édition L'Artilleur, coécrit avec Jacques Sopelsa, et Slobodan Despot, écrivain du Le miel et le rayon bleu, édition Gallimard. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission, et on accueille tout de suite Benoît Dugard. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, et bonjour à vos invités, bonjour à Slobodan. Oui, non, je voulais très rapidement vous poser la question suivante. Quelle est la différence aujourd'hui entre un cartel de la drogue mexicain, l'État français et la communauté européenne ? Voilà une question directe. C'est très bien, Benoît. Slobodan Despot, alors différence entre Noriega et l'État français et l'Union européenne. La différence essentielle, je pense, c'est qu'un cartel de la drogue s'occupe de la sécurité et du bien-être des siens. Oui, c'est une réponse lapidaire. Alors, vous avez l'impression que l'Union européenne et la France ne s'occupent pas de la sécurité des leurs. Allez-y, Benoît. Pardon, oui, Benoît. Oui, excusez-moi. Ils nous manipulent, ils nous racontent à peu près n'importe quoi. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux, je suis beaucoup en Russie. Je communique un maximum avec ce magnifique peuple russe. Nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes origines, nous avons tellement de choses en commun. Pourquoi nous ferions-nous la guerre? Mais c'est quoi cette histoire? Mais enfin, c'est du délire total, quoi. C'est comme le Covid, c'est comme le reste. Mais nous comparer à un cartel de drogue, c'est un peu du délire aussi, cher monsieur, sans vouloir vous manquer de respect. Bon, là, on est un peu dans l'exagération, si vous me permettez. Non, mais dans l'exagération, mais à quel niveau, monsieur?
Non, mais expliquez-moi en quoi on est exactement pareil qu'un cartel de drogue. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Raconter au peuple français qu'une démocratie peut être participative, ça veut dire quoi d'un point de vue historique ? D'un point de vue philosophique. Alors je vous invite à aller voir ce qui se passe au Mexique, avec plus de morts au Mexique que pendant toute la guerre en Irak, avec des gens qui sont démembrés, écartelés, les testicules arrachés, les bras épandus à l'entrée des villes. Je pense que quand même il faut comparer ce qui est comparable, et je pense que la géopolitique c'est pas l'outrance et n'importe quelle comparaison. Je ne défends pas les Je pense que vous êtes sur monsieur dans l'outrance. Dans l'outrance, vous trouvez. Je pense que vous êtes dans l'outrance. Monsieur, je reformule ma question, monsieur. On voit que vous ne connaissez pas la situation du Mexique. Je ne parle pas du Mexique. On ne va pas repartir sur les cartels de drogue pendant effectivement. Non, je pense qu'on peut accabler la désinformation en Occident sans faire ce genre de comparaison. On est d'accord. Mais oui, Benoît, alors rapidement. Monsieur, comment peut-on dire qu'une démocratie puisse être représentative ? Expliquez-moi. Ça, c'est un débat plus intéressant. Je préfère ça à comparer avec les narcos. Alors, je voudrais redonner la parole à Slobodan Despot pour reprendre un peu effectivement les comparaisons. Les comparaisons ne sont pas raison. Mais passons ce chapitre. En fait, et on revient, d'ailleurs, la question de Benoît revient à la question des informations ou pas des informations. Alors, je ne sais pas, vous dites le peuple russe c'est formidable, d'autres diraient le peuple ukrainien c'est formidable. Moi, je crois que les peuples ne sont pas vraiment responsables des dérives ou pas des dérives de leurs dirigeants. Il faut aussi faire cette différence-là. Mais revenons à l'essentiel. Slobodan Despot, au fond, aujourd'hui, vous dites qu'il y a un discours qui est univoque en Occident, qui est le discours dominant, qui est univoque. Mais au fond, comment sortir de cette espèce de perception de la réalité et de revenir au réel ? Est-ce que c'est possible ou effectivement la doxa l'emporte ? Non, moi, ce que j'ai compris dans la provocation de notre auditeur tout à l'heure, je ne pense pas qu'il soit dans l'outrance. Je pense que quelquefois il faut lancer un mot comme ça. Vous savez, lorsque le chef d'État américain qualifie son collègue russe de criminel et d'assassin, l'outrance est la même. Je veux dire, ça vient quand même du président du pays qui a déclenché le plus de guerres et qui a tué le plus de monde depuis la fin des hostilités de 1945. Donc, eux peuvent se le permettre, pas les citoyens. Non, mais je pense que la boutade de notre auditeur nous ramène à ceci, c'est que les gens ici en Europe ne comprennent plus ce que font leurs pouvoirs. Vous élisez des gens qui sont censés défendre vos intérêts, qui sont censés, d'une certaine manière, de manière évidemment différée et déléguée, accomplir votre volonté ou la volonté d'une majorité de votre population, de votre peuple, et vous voyez ces gens qui s'engagent pour des choses qui n'ont rien à voir avec votre bien-être et avec vos intérêts. C'est-à-dire, comme disait Alexandre tout à l'heure, est-ce que ces guerres, est-ce qu'elles sont faites en notre nom, et est-ce qu'on a vérifié si nous étions d'accord de les faire ? Voilà, ça c'est important. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit d'accord. Dans mon pays, ici en Suisse, aujourd'hui, on a un grand débat, justement, sur la question de savoir s'il faut, disons, libéraliser la loi concernant les exportations d'armes, puisque la Suisse étant neutre, s'interdit d'exporter les armes et les munitions vers des pays en guerre. Donc, elle subit des pressions colossales aujourd'hui pour livrer des munitions pour les pièces d'artillerie allemandes qui vont en Ukraine, et puis aussi pour céder ces chars Léopard à l'Allemagne qui les réenverrait en Ukraine. Elle n'a pas le droit constitutionnellement de le faire. Je pense que si vous demandez à une majorité de Suisses, je ne parle pas pour des autres, mais en Suisse en plus on a des référendums. En tout cas, vous allez faire un référendum là-dessus, il va y avoir un référendum. Il devrait y avoir quelque chose, mais enfin, ce que je veux dire, si la loi n'est pas touchée, il n'y aura pas de référendum. Pour l'instant, la Suisse ne peut pas participer à ça. Mais si on le contourne, il y aura un référendum. Ce que je veux dire, c'est que les gens se demandent, mais enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Si j'étais allemand aujourd'hui, ce serait encore pire, parce qu'au fond, l'Allemagne, aujourd'hui, via son chancelier, applaudit la destruction de sa capacité industrielle. Elle n'a même pas bronché lorsque les Américains, puisqu'on sait que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, ont détruit les gazoducs qui approvisionnent son industrie. Elle ne bronche pas
n'a pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, oui. on en reparlera de Nord Stream. L'Allemagne ne bronche pas lorsqu'on lui dit, bon, ben maintenant, on vous a coupé les Russes, et vous allez acheter notre gaz de schiste qui vient par bateau d'Amérique, de manière très polluante, Absolument. 5 fois le prix. Alors juste, Alexandre, dernière phrase, on est malheureusement en fin d'émission, mais on reprendra ça avec vous deux et avec... juste un mot, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut peut-être revenir et demander aux gens ce qu'ils en pensent ? Oui, je pense qu'il faut demander ce que les gens en pensent, mais en fait, on est dans un dilemme, parce que certes, c'est peut-être pas notre guerre, parce que l'ennemi de l'un n'est pas celui de l'autre, mais en même temps, on a un défi gigantesque pour l'ordre international, c'est qu'on a des puissances révisionnistes, surtout la Russie, la Chine et la Turquie, révisionnistes au sens des relations internationales, ça veut dire qu'il veut remettre en cause l'ordre et les frontières établies. Et ça, nouvel ordre. Et c'est très compliqué de ne pas empêcher la Russie d'envahir son voisin, parce que même s'il y a un récit avant, un narratif et un passif, on ne peut pas tolérer qu'un pays envahisse son voisin. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas la guerre de la France, c'est la guerre peut-être de l'OTAN, et encore, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Et effectivement, donc il faut consulter, puisque comme l'Ukraine n'a pas d'accord de défense ni avec la France, ni avec l'Union européenne, ni avec l'OTAN, normalement, ça devrait être laissé, à mon avis, et c'est consulter. Vrai, je sais, M. Slobodan, vous n'êtes pas d'accord. Je dois vous dire une chose. Je dois vous dire une chose. On ne peut pas nier qu'il y a une invasion et que c'est contraire à la base du droit international. On ne peut pas laisser faire ça. Effectivement. Mais le droit international, comme vous le savez parfaitement, n'existe plus depuis 1999, lorsque l'OTAN, les États-Unis, ont bombardé la Serbie pour en détacher. Ou plutôt le droit existe, mais il a été violé par les principaux... il a été violé de part et d'autre, c'est vrai qu'on en a moins parlé en 1999 qu'aujourd'hui. Mais nous étions traités d'ordure lorsqu'on était contre la guerre en ex-Yougoslavie. Oui. Depuis lors, les États-Unis ne parlent plus de règles du droit pour les relations internationales, mais d'ordre basé sur des règles, leurs règles, c'est-à-dire leur capacité de déterminer ce qu'on peut faire. On ne va pas vous mettre d'accord, mais c'est très bien. Non, mais je pense que c'est complémentaire. Ce sont eux qui sont les révisionnistes. On a posé les problèmes, je vous remercie à tous les deux. Là, on doit clore l'émission, mais je vous remercie à tous les deux et on en reparlera bien sûr, parce que malheureusement, la guerre ne va pas s'arrêter demain, hélas. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.